Bonjour les terminales, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur le thème 2, la correction du thème 2 et sur Parcoursup. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo pour vous, donc là je pense que vous la méritez, surtout qu'on est à la veille des résultats de Parcoursup. Et aussi il y a ce fameux thème 2 là sur les paradoxes mathématiques que peu d'entre vous ont réussi, ou du moins peu d'entre vous ont su bien expliquer, notamment le paradoxe des anniversaires et le paradoxe de Simpson. Donc dans un premier temps, on va d'abord revenir sur ces deux paradoxes mathématiques. Alors, on se replace dans le contexte, on est dans une salle de classe de 23 élèves, d'accord, et on souhaite évaluer la probabilité qu'il y en ait au moins 2 qui soient nés le même jour. Ça peut vouloir dire qu'il y en ait par exemple 2 qui soient nés le 23 janvier, ou alors plus que 2, peut-être 3 élèves, 4 élèves qui sont nés le même jour, le 23 janvier par exemple, ou alors une autre situation, 2 élèves nés le 21 février et 2 autres élèves nés le 3 mars. En fait, tout simplement, je ne veux pas que tout le monde soit né un jour différent. Alors parmi les réponses possibles, il y en avait des bizarres, il y avait la réponse D, moins de 1%, je ne savais pas quoi mettre pour cette réponse-là, j'ai mis moins de 1%, mais évidemment c'est pas moins de 1%. La réponse A, 23%, il y en a certains d'entre vous qui ont réussi quand même à me dire que c'était 23%. Alors si j'avais pris une classe de 150 élèves, vous m'auriez dit 150% de chance? Oui, bien sûr. Il restait la B ou la C. Alors la B, on vous disait que c'était environ 6,3% de chance. Et là, c'était la seule réponse qui faisait appel à une démarche qui pouvait sembler cohérente. C'est-à-dire prendre 23, divisé par 365, le nombre de jours dans une année, et multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Ça donnait 6,3%. Eh bien, cette réponse-là ne marche pas non plus. En fait, il fallait retenir 50%. Mais ça paraît incroyable quand même. 23 élèves, seulement 23 élèves, même pas autant d'élèves qu'il y a de jours dans un mois. Eh bien, on a une chance sur 2 qu'il y en ait au moins 2 qui soient nés le même jour. Je vous explique tout ça au tableau. Pour que ce soit plus simple, on va travailler avec l'événement contraire. L'événement contraire, c'est exactement ça. C'est tous les élèves sont nés un jour différent. On va calculer la probabilité de cet événement et on va en déduire du coup la probabilité de l'événement de l'énoncé, c'est-à-dire au moins 2 élèves sont nés le même jour. Alors déjà, première constatation, vous allez vous rendre compte que c'est pas si évident que ça. Pour que cet événement se réalise, c'est pas évident. Ça pourrait paraître simple parce que vous allez vous dire, oui, mais il n'y a que 23 élèves, 23 par rapport à 365 jours, c'est même pas un dixième, c'est pour ça on trouve quelque chose de très bas. Eh bien non, justement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vérifications à faire pour que cet événement-là se réalise. Admettons que nous sommes donc dans une classe de 23 élèves. Le premier élève est né un des 365 jours de l'année, peu importe. Le deuxième élève, pour que cet événement-là soit respecté, il faut donc qu'il soit né un jour différent. Il y a une vérification à faire. Le troisième élève, il faut qu'il soit né un jour différent de celui des deux premiers. Il y a donc une deuxième vérification à faire et une troisième vérification à faire. Le quatrième élève, il faut qu'il soit né un jour différent des 3 autres jours donnés par les 3 premiers élèves. Donc il y a 3 nouvelles vérifications à faire. On est déjà à 1 plus 2 plus 3 égale 6 vérifications pour 4 élèves. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on ajoute un élève, il va y avoir de plus en plus de vérifications à faire. Ça fait donc au total 253 vérifications. 1 plus 2 plus 3 plus 4, jusque 22, pour le 23e élève. Le 23e élève, il y aura 22 vérifications à faire. Il suffirait d'une seule erreur, je dis bien une seule, sur les 253, qui impliquerait que 2 élèves soient nés le même jour. Ça, c'est simplement pour vous montrer que dans une classe de 23 élèves, le fait que tous soient nés un jour différent, c'est pas si évident que ça. Alors ça va pas nous permettre de faire des calculs. Maintenant, on va avoir une méthode très rigoureuse qui va nous permettre d'évaluer la probabilité cherchée. Calculons donc la probabilité que dans une classe de 23 élèves, tous les élèves soient nés un jour différent. Pour ce faire, on va attribuer un numéro à chaque élève correspondant à son jour de naissance. Par exemple, au premier élève, on va lui donner le numéro 25. Ça veut dire en fait qu'il était né le 25 janvier. À un autre élève, on va lui donner le numéro 364. Ça voudra tout simplement dire qu'il sera né un 30 décembre. Alors il y a aussi le cas des années bissextiles, vous pourriez m'embêter avec ça, mais moi je vais vous répondre que ça ne changera pas globalement le résultat, c'est-à-dire qu'on trouvera quand même un résultat très fiable, et le fait ou non d'être dans une année bissextile, ça ne va pas changer énormément la probabilité que l'on cherche. Donc pour le premier élève, il y a 365 possibilités. Pour le deuxième élève, suivant son jour de naissance, il y a aussi 365 jours dans une année, donc 365 possibilités pour le deuxième élève, ainsi de suite, jusqu'au 23e élève où il y a aussi 365 possibilités. Donc combien il y a de possibilités en tout? Il y en a exactement 365 puissance 23, ce qui est un très grand nombre. J'écris 365 puissance 23 au dénominateur pour bien vous montrer que c'est le nombre total de résultats possibles imaginables, d'accord?
Et au numérateur, on va indiquer le nombre de cas qui vont nous intéresser, c'est-à-dire le nombre de cas où justement les 23 élèves seront nés un jour différent. Il nous suffit alors de répéter ce raisonnement avec les numéros, mais maintenant il faut que tout le monde soit né un jour différent. Pour le premier élève, il y a naturellement 365 possibilités. Pour le deuxième élève, attention, il n'y en a plus que 364, parce que son anniversaire peut avoir lieu n'importe quand, sauf le jour où a été fixé l'anniversaire du premier élève. Pour le troisième élève, je pense que vous avez compris, si on veut que tous les élèves soient nés un jour différent, il n'y a plus que 363 possibilités. Et ainsi de suite, on continue, au fur et à mesure que l'on va avancer dans la classe, le nombre de possibilités va diminuer, jusqu'à aller à 343. Donc en tout, il y a combien de possibilités 365 fois 364 fois 363 jusque 343. Il nous suffit donc de donner une valeur approchée de cette fraction. On trouve 0,493, c'est-à-dire 49,3% de chance. Alors ça paraît assez incroyable, mais on vient d'effectuer une démonstration mathématique. Il y a 49,3% de chance que tous les élèves d'une classe de 23 soient nés un jour différent. Du coup, en prenant l'événement contraire, eh bien la probabilité est de 0,507. Il y a 50,7% de chance qu'au moins 2 élèves d'une classe de 23 soient nés le même jour. Ça termine le paradoxe des anniversaires. Venons-en au paradoxe de Simpson. C'est l'histoire de deux auto-écoles, ECF et les Coquelicots, qui effectuent le bilan de leur année 2019. Alors il faut savoir que chacune des deux écoles a enregistré exactement 600 candidats. Et on regarde le taux de réussite au concours. Alors réussite, ça veut simplement dire réussir son examen en 2019 dans cette école-là. Non, parce qu'il y en a qui commençaient à me dire bah oui mais c'est normal, il y en a peut-être qui l'ont pas eu du premier coup, il y en a peut-être qui ont eu leur code mais pas leur permis. Non, on s'en fout de tout ça. On considère qu'il n'y a qu'un seul examen qui a été réussi ou non en 2019 par les candidats. Donc chez ECF, il y a eu 90,2% de réussite, et chez les Coquelicots, il y a eu 84,8% de réussite. Bref, si on veut s'inscrire en 2020 dans l'une des deux écoles, on va se dire, on va plutôt s'inscrire à ECF car elle présente de meilleurs résultats généraux. Mais en fait, non. On a la bonne idée d'aller regarder ce qu'il se passe au sein de chaque parcours. Vous savez qu'il y a deux grands parcours classiques. Il y a le parcours conduite accompagnée et le parcours traditionnel. Eh bien, on a bien fait d'aller y jeter un œil parce que pour la conduite accompagnée, eh bien, avantage école des Coquelicots. Donc, si on veut faire conduite accompagnée, on va se dire, finalement, Coquelicot, c'était mieux. On a bien fait de regarder. Et si finalement, on veut partir sur le permis traditionnel, eh bien, on regarde 61% chez ECF et 78,5% chez les Coquelicots. Eh bien, là, on va se dire également, j'ai bien fait de regarder parce que justement, comme je veux faire traditionnel, je vais plutôt aller chez l'école des Coquelicots. En fait, les Coquelicots sont mieux dans chaque parcours, mais moins bien au global. C'est impossible. Comment ça se fait? Alors, il faut savoir qu'il y en a plein d'entre vous qui ont essayé d'expliquer, mais qui finalement n'ont fait que paraphraser ce qu'on pensait, etc. Il y a également ceux qui ont eu la mauvaise idée de dire que les deux études étaient différentes, c'est-à-dire l'étude menée pour les 90% et 84% et l'étude menée au sein même de ce tableau. Alors, évidemment que non, les deux études correspondent, il n'y a qu'à vérifier. Vous pouvez additionner 61 et 480, vous obtenez bien 541 sur, au total, 600, on obtient 90,2%, et ici, 195 plus 314, 200 plus 400, on obtient bien à la fin 84,8%. Je vous laisse faire les calculs si vous ne l'avez pas fait. C'est exactement la même étude, il n'y a pas de piège là-dessus. Bon là il y a quand même un truc, alors vous allez vous dire oui mais c'est pas possible. Je vais essayer de vous faire comprendre au mieux les choses en proposant deux explications. La première explication, c'est que l'on peut remarquer que le permis traditionnel est moins bien réussi que la conduite accompagnée. Regardez par vous-même, 61%, 78,5% et 96, 97,5%. Le permis traditionnel est plus dur. Attention, c'est pas forcément plus dur en vrai, d'accord, les stats sont fausses. Regardons maintenant pour chaque école. Pour Coquelicot, il y a en tout 400 candidats, c'est-à-dire plus de la moitié, qui ont opté pour un permis traditionnel, alors que pour ECF, il y en a à peine 100. Donc au sein de l'école Coquelicot, il y a une majorité de candidats qui sont partis tester un permis qui était globalement plus difficile à obtenir. Alors que pour ECF, ils ne se sont pas embêtés, la plupart des candidats sont partis sur la conduite accompagnée qui, elle, est globalement plus simple à obtenir. C'est pour ça que quand on regarde au global, Coquelicot est perdant, forcément. La deuxième façon de bien comprendre les choses, c'est d'ailleurs une façon très courte et plutôt mathématique, c'est celle que je préfère, c'est de voir ça comme une moyenne ou comme une sorte d'espérance. Je m'explique. Pour ECF, on a 96% ici, qui concerne 500 élèves, et 61% qui concerne 100 élèves. Donc en fait, la balance va pencher vers le 96%. Pourquoi? Parce que 96% a un poids beaucoup plus gros que 61%. Dites-vous que c'est comme si c'était une moyenne. Vous aviez 96 sur 100 avec un gros coefficient, et 61 sur 100 avec un plus petit coefficient. Et bien forcément, votre moyenne sera proche de 96. Ici, on peut faire le même raisonnement. 97,5, 78,5, sauf qu'évidemment, vous vous rendez compte que 78,5 a plus de poids
que 97,5. Et donc au global, on est sur une victoire de ECF. Oui, faisons le bilan quand même, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il ne faut jamais s'arrêter à une étude globale. Si vous vous arrêtez à l'étude numéro 1, vous allez vous dire, bon je vais aller chez ECF. Si vous regardez les études plus approfondies du tableau, vous allez vous dire, je vais chez les coquelicots. Plus l'étude est approfondie, plus c'est pertinent. Là, du coup, la bonne réponse, c'est je vais chez les coquelicots parce qu'elle présente de meilleurs résultats. Le résultat global, finalement, on s'en fiche. Le paradoxe de Simpson, c'est donc un paradoxe statistique qui peut intervenir un peu partout. Il faut y faire très attention. Avant de passer à Parcoursup, je reviens très rapidement sur l'exercice 3. C'était tout un raisonnement mathématique qui visait à prouver que 3 était égal à 4. Alors il y en a plein d'entre vous qui m'ont dit, non, c'est bon, il n'y a pas d'erreur, c'est la fête, 3 est égal à 4. Alors à ces élèves-là, je tiens quand même à préciser que si on arrivait à prouver que 3 était égal à 4, eh bien toute la théorie mathématique établie depuis des millénaires tomberait à l'eau. Il faudrait donc tout reconstruire en repartant de zéro. Ce serait donc une sorte de cataclysme. Mais alors d'où vient l'erreur? Elle vient de l'endroit où on doit retirer les carrés. Quand on a deux expressions au carré qui sont égales, on ne peut pas retirer comme ça les carrés. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je prends un exemple très simple ici. On a 11 au carré, ça vaut 121, et moins 11 au carré, c'est moins 11 fois moins 11, c'est bien 121. Donc on a 121 d'un côté, 121 de l'autre. Donc on a bien une égalité entre ces deux quantités-là. Est-ce que je peux retirer les carrés, comme ceci? Non, parce que si je retire les carrés, j'obtiens 11 d'un côté et moins 11 de l'autre. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les carrés. Il est là le problème. Voilà, je ne détaille pas plus, c'est la fin du thème numéro 2. Le moment que vous attendiez tous, Parcoursup. Ah oui, quand même, parce que demain, je crois bien que c'est les résultats, oui. Demain, on est le 19, 18 plus 1, 19, 20 moins 1, 19. Oui, c'est bon, oui, les résultats, c'est demain. Alors, quelques petites informations qui viennent de sortir. De ce que je sais, ça ne devrait pas arriver avant 17h. Donc, n'allez pas demain matin à 8h du matin en train de taper sur votre clavier n'importe comment. C'est pas la peine, d'accord? Prenez votre temps. D'après les dernières informations, ça va donc arriver en fin de journée, a priori. Alors quand vous irez découvrir les réponses, ça ne veut pas dire les réponses de toutes vos écoles. Ça veut simplement dire qu'il y aura une certaine partie des écoles qui auront répondu à votre vœu. Il faut savoir que le délai de réponse des écoles est très large. Il commence le 19 mai, demain naturellement, jusqu'à mi-juillet. Donc dans toute cette période-là, il y aura sûrement des écoles qui vont mettre du temps à répondre. Donc techniquement, il y a 4 possibilités pour chaque vœu. La première possibilité, c'est l'école n'a pas encore répondu à votre vœu que vous attendez. Et après, par rapport à sa réponse, il y a globalement 3 possibilités. Il y a acceptation, donc vous êtes accepté dans l'école, elle vous dit « Ok, c'est bon, je te garde une place. Maintenant, tu n'as plus qu'à valider. » Il y a aussi en attente, naturellement. Si vous êtes en attente, on vous donnera en général la position dans la file d'attente. Je suis 200e, je suis 30e, je suis 150e, je suis 30 millième. Et il y a également non. Non, t'es refusé, t'as pas un bon dossier, donc c'est pas la peine d'espérer. Et donc en fonction de ça, vous allez être amené à faire des choix importants déjà demain. Faut savoir qu'on vous embête aussi avec les délais de réponse. J'en avais déjà parlé, mais je le redis maintenant. Pour toutes les réponses apportées entre le 19 mai et le 23 mai inclus, vous avez exactement 5 jours pour répondre. Pour les réponses le 24 mai, vous avez plus que 4 jours. Et à partir du 25 mai, vous avez à chaque fois 3 jours pour répondre. Alors naturellement, il se peut qu'il y ait des délais exceptionnels, mais dans ce cas-là, ça vous sera bien indiqué. Normalement, quand vous recevez la réponse d'une école, vous êtes prévenu absolument méga partout. Vous êtes prévenu par SMS, normalement vous avez dû renseigner votre SMS sur votre dossier Parcoursup, vous êtes prévenu par adresse mail, et même sur la plateforme Parcoursup, vous êtes prévenu également. Donc vous ne pouvez pas le rater. Après voilà, il y a un délai assez court pour répondre. Alors évidemment, il y a une question que vous vous posez tous. Moi, c'est la première question que je me serais posée à votre place. Que se passe-t-il si j'obtiens oui pour une école qui n'était pas dans ma tête mon vœu prioritaire? Exemple, je postulais en classe prépa, c'est mon premier vœu. Mon deuxième vœu, c'était une licence. La licence vient de m'accepter, mais la classe prépa, soit elle n'a pas encore regardé mon dossier parce qu'elle va me répondre dans un mois, soit elle a regardé mon dossier et elle m'a dit en attente, position dans la file 250e. Vous êtes 250e dans la file d'attente de votre vœu numéro 1 et il y a votre vœu numéro 2 dans votre tête qui n'était pas prioritaire, qui vous dit « Ok, je t'accepte, mais tu as 5 jours pour répondre, sinon t'es rayé. » Bah oui, parce que si vous ne répondez pas dans les délais, vous êtes complètement rayé de l'école. Que faire? Il faut savoir que quand vous êtes accepté par une école, c'est-à-dire quand une école vous dit qu'elle réserve une place pour vous, il y a 2 façons de répondre. Vous inquiétez pas, vous serez très bien guidé sur Parcoursup. La première façon, c'est de dire « Oui, j'accepte votre place et je raye tous les autres vœux. » C'est-à-dire qu'en fait, vous venez d'accepter définitivement votre place dans cette école. Et là, votre dossier de Parcoursup, c'est même plus la peine d'y retourner parce que c'est bon, vous avez cette école-là pour l'année prochaine. La deuxième façon, c'est de répondre également oui, mais en disant « je garde d'autres vœux prioritaires en attente ». Vous allez par exemple rayer certains vœux, le vœu numéro 5, le vœu numéro 6, parce que du coup, ils ne vous intéressent pas, vu que vous avez déjà eu un oui dans un vœu qui était prioritaire, peut-être le vœu numéro 2, le vœu numéro 3, mais vous allez bien dire que le vœu numéro 1 restera en attente.
Du coup, vous allez conserver votre vœu numéro 1 en attente et malgré tout, vous allez avoir une place dans l'école du vœu numéro 2. La place dans cette école vous sera gardée, peu importe le résultat du vœu numéro 1. Si par exemple, au bout d'un mois, la prépa se débloque et vous obtenez finalement un oui, et bien dans ce cas-là, vous allez mettre oui définitif sur cette école-là et vous allez rayer le oui que vous aviez conservé pendant un mois. Et si par malheur, jusque mi-juillet, vous voyez que vous êtes toujours en attente et que la classe prépa ne vous prend pas, c'est pas grave, vous aurez une place de réservée dans le vœu numéro 2. J'espère que vous avez bien compris, mais ne vous inquiétez pas encore une fois, c'est très bien guidé. 2 petits conseils à vous donner encore. Le premier, peut-être un peu moins important, mais quand même, c'est de ne pas stresser, de ne pas se précipiter, de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est pas parce que demain soir vous serez 300e en position dans la file d'attente que vous ne l'aurez pas. Vous allez voir que dans certaines filières, les places diminuent très très rapidement. Ça peut arriver que d'un jour à l'autre, il y ait 100 places qui se libèrent dans telle ou telle filière. Il y a des filières où les places mettent du temps à se libérer et des filières où les places sont très rapidement libérées. Donc ne tirez aucune conclusion sur votre numéro dans la file d'attente. Ça dépend très fort de l'école et croyez-moi, la période est assez longue. La période va durer plus de 2 mois. Donc pendant cette période-là, vous allez bien voir votre situation avancer au fur et à mesure des jours. Le deuxième conseil, c'est de passer par vos professeurs principaux. Je pense que Madame de Scherf, elle s'inquiète beaucoup de votre situation. Moi aussi, je m'inquiète beaucoup de votre situation. Moi, vous savez que sur Messenger, vous pouvez me contacter à tout moment. Envoyez-moi un screen de quelque chose si ça va pas, si vous avez peur d'accepter quoi que ce soit, vous avez peur de faire une bêtise, envoyez-moi un screen et on en parle, il n'y a aucun problème. Je serai très réceptif, surtout dans la période de résultats. Vous avez des professeurs principaux qui pensent bien à vous, donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre interrogation, contactez-les. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions en général sur Parcoursup avant les résultats, allez-y, posez-les-moi, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite donc une bonne réussite sur la première vague de résultats qui interviendra demain en fin de journée. Je vous souhaite également une excellente journée, un très bon début de confinement, mais soyez toujours très prudents et surtout, portez-vous bien.